Deuxième partie. Lors de son premier vol, qui fut aussi le dernier, il s'éleva à la verticale d'une hauteur d'environ 60 mètres, mais se mit alors à tournoyer et à danser dans l'air pendant plusieurs minutes. L'empennage à radeau 196, qui devait guider l'appareil, s'avéra complètement inefficace. C'est avec grand-peine que le pilote Lotarouez réussit à le poser au sol, à s'en échapper et à s'éloigner en courant, car l'appareil se mit à tourner comme une toupie, avant de capoter et d'être complètement mis en pièces. C'était la fin du RFZ-1, mais le début des engins volants vrils. Le RFZ-2 fut terminé avant la fin de l'année 1934. Il avait une propulsion vrille et un pilotage à impulsion magnétique. Son diamètre était de 5 mètres et ses caractéristiques étaient les suivantes. Les contours de l'appareil s'estompaient quand il prenait de la vitesse, et il s'illuminait de différentes couleurs, ce qui est bien caractéristique des ovnis. Selon la force de propulsion, il devenait rouge, orange, jaune, vert, blanc, bleu ou violet. Il put donc fonctionner. L'année 1941 lui réservait un destin remarquable. Il fut utilisé comme avion de reconnaissance à grande distance pendant la bataille d'Angleterre, car il s'avéra que les chasseurs allemands Standard M109 étaient inaptes à des vols de reconnaissance transatlantique à cause de leurs petits rayons d'action. On le photographia fin 1941 au-dessus du sud de l'Atlantique alors qu'il se dirigeait vers le croiseur auxiliaire Atlantis se trouvant dans les eaux de l'Antarctique. Il ne pouvait pas être utilisé comme avion de chasse pour la raison suivante. À cause de son pilotage à impulsion, le RFZ-2 ne pouvait effectuer des changements de direction que de 90 degrés, 45 degrés ou 22,5 degrés. C'est incroyable, vont penser certains d'entre vous, mais ce sont précisément ces changements de vol en angle droit qui sont caractéristiques des ovnis. Après le succès du RFZ-2 comme avion de reconnaissance à grande distance, la société Vril disposa d'un terrain d'expérimentation à Brandebourg. Le chasseur Vrili, disque volant équipé d'armes légères, volait à la fin de l'année 1942. Il avait 11,5 mètres de diamètre, possédait un siège et une propulsion à lévitation Schumann et un pilotage par impulsion et champ magnétique. Il atteignait des vitesses de 2900 à 12 000 km/h, pouvait accomplir en pleine vitesse des changements de vol à angle droit sans préjudice pour le pilote. Il n'était pas soumis aux conditions atmosphériques et était parfaitement apte à voler dans l'espace. On construisit 17 exemplaires du Vrili. Il y eut aussi plusieurs variantes à 2 sièges, munis d'un dôme de verre. Au même moment, un projet V7 vit le jour. Plusieurs disques volants portèrent ce nom, mais ils avaient une propulsion par réacteur conventionnel. C'est grâce à Andreas Sepp que le RFZ-7 fut créé. Il combinait un disque volant à lévitation avec cette propulsion à réaction. L'équipe de Shriver Abermol et celle d'Omitra Luso participèrent à son élaboration. Il avait 42 mètres de diamètre mais se fracassa lors d'un atterrissage à Spitsbergen. Aux alentours de Prague, on prit cependant, plus tard, une photo d'un RFZ-7 construit de la même façon. D'après Andreas Sepp, il devait être équipé d'ogives nucléaires et il devait bombarder New York. En juillet 1941, Shriver et Abermol construisirent un avion circulaire qui décollait à la verticale, mu par une propulsion à réaction mais qui avait, cependant, de graves défaillances. On développa pourtant une autre, toupie volante à électrogravitation avec une propulsion à tachyon qui eut plus de réussite. Puis ce fut au tour du RFZ-7T, construit par Shriver, Abermol et Beluso, qui fonctionna à merveille lui aussi. Mais comparé aux disques Vril et aux obus, les disques volants V7 étaient plutôt des jouets d'enfants. Au sein même des SS se trouvait un groupe qui travaillait à la production d'énergie alternative, le Bureau d'études 4 du Soleil Noir SS4, dont le but principal était de rendre l'Allemagne indépendante du pétrole brut étranger. Le SS4 développa le mécanisme-tulle, appelé, plus tard, tachyonator-tulle, à partir du mécanisme Vril et du convertisseur de tachyon du commandant Hans Kohler. En août 1939, décolla le premier RFZ-5. C'était une toupie volante équipée d'armes moyennement lourdes du nom étrange de Honobui. Elle avait un équipage composé de 8 hommes, avait 25 mètres de diamètre,
Sa vitesse au départ était de 4800 km/h pour atteindre, plus tard, jusqu'à 17 000 km/h. Elle était équipée de 2 canons à rayon fort, 15K de 60 mm, montés sur tourelle rotative, et de 4 MK106, et avait une aptitude moyenne à voler dans l'espace. Fin 1942, le Onobu 3 était également fin prêt. Son diamètre variait de 26 à 32 mètres, sa hauteur était de 9 à 11 mètres. Il pouvait transporter un équipage de 9 à 20 personnes, propulsé pour un tachyonator Thulé. Il atteignait dans la périphérie terrestre aux 6 000 km/h. Il était apte à se déplacer dans l'espace et avait une autonomie de 55 heures de vol. Il existait alors déjà des projets pour le grand vaisseau spatial Ariel 7 de 120 mètres de diamètre, qui devait transporter des compagnies entières. Peu après, on construisit le Onobu 3, exemplaire absolument prestigieux entre tous avec ses 71 mètres de diamètre. Il vola et fut même filmé, il pouvait transporter 32 personnes, son autonomie en vol était de plus de 8 semaines et il atteignait une vitesse de moins 7000 km/h et d'après des documents d'archives secrètes SS, il pouvait atteindre 40 000 km/h. Virgil Armstrong, ex-membre de la CIA et retraité de Green Beret, déclare que les engins volants allemands pendant la Deuxième Guerre pouvaient atterrir et décoller à la verticale et voler en angle droit. Ils atteignaient 3000 km/h et étaient armés de canons laser, probablement le KSK, canon à rayon fort, qui pouvait traverser une épaisseur de 10 cm de blindage. Le professeur J.J. Hurtak, ufologue et auteur de Die Schlüssel des Enoch, les clés d'Enoch, dit que les Allemands étaient en train de construire ce que les Alliés désignaient de système d'armes miracle. Hurtak eut entre ses mains des documents mentionnant 1. La construction de Peenemünde, ville d'expérimentation d'engins téléguidés vers le SAPS. 2. La venue des meilleurs techniciens et scientifiques d'Allemagne. Ces documents mentionnaient aussi l'existence de ce qu'on appelait les faux fighters, les boules de feu. La CIA et les services secrets britanniques étaient déjà au courant, en 1942, de la construction et de l'emploi de tels objets volants, mais ils ne les apprécièrent pas à leur juste valeur. Les Alliés désignaient, en fait, sous le nom de faux fighters toutes les sortes d'appareils volants lumineux allemands. Deux inventions correspondaient particulièrement à ce qu'on appelait les faux fighters, les tortues volantes et les bulles de savon. Les deux n'avaient rien à voir entre elles mais les Alliés les associaient à tort. La tortue volante fut conçue par le bureau d'études SS4 à Wiener Neustadt. Ses formes rappelaient celles d'une carapace de tortue. C'était une sonde volante, sans équipage qui devait perturber le système d'allumage électrique du matériel militaire ennemi. Cette sonde était aussi équipée d'armes sophistiquées, de tubes à clistrons appelés rayons de la mort par les SS. Mais le sabotage par coupure de contact ne fonctionna pas parfaitement au début. On continua, plus tard, à développer cette technique. Quiconque a déjà vu des ovnis pourra confirmer que cette coupure de contact, l'arrêt des installations électriques, est une des caractéristiques typiques des ovnis quand ils apparaissent. Wendell C. Stevens, pilote de l'US Air Force pendant la Deuxième Guerre mondiale, dit que les faux fighters étaient parfois gris vert ou rouge-orange, qu'ils s'approchaient jusqu'à 5 mètres des avions et qu'ils restaient dans cette position. Il n'était pas possible de se débarrasser d'eux, même lorsqu'on leur tirait dessus, et ils obligeaient parfois les escadrilles à faire demi-tour ou à atterrir.